Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Accords et désaccords que j'ai le bonheur d'animer avec Louis Fouché. L'idée nous est venue dans la suite d'un programme, un parcours qu'on a créé qui s'appelle Retrouver l'accord perdu, dans lequel nous visitons les dimensions de l'expérience humaine pour prendre un petit temps de recul et de contemplation sur les choses et mettre en partage ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en accord avec notre vie et avec le monde et ce qui, au contraire, met en difficulté cet accord. Albert Camus a eu cette phrase magnifique il y a déjà longtemps où il disait « Mais qu'est-ce que le bonheur au fond, si ce n'est l'accord entre un être humain et la vie qu'il mène ?» Et évidemment, il n'y a pas d'accord parfait en ce bas monde, mais la question est de savoir si nous sommes plus ou moins en résonance avec cela. D'où ce programme, mais d'où également ces conversations qu'on a eu envie de proposer par la suite pour pouvoir à nouveau défricher un certain nombre de territoires que nous trouvons passionnants et susciter votre propre réflexion, votre propre partage autour de ces questions. Bonjour Louis. Bonjour Jean-Dominique. On aurait pu s'arrêter effectivement au parcours et aux vidéos qu'on avait déjà enregistrées, au parcours maïeutique d'accompagnement sous la forme de carnets de voyage qui sont proposés à ceux qui s'inscrivent et puis les webinaires qui leur sont proposés. Et puis quand quelque chose est joyeux, plaisant, qui porte de l'énergie, vous avez comme envie d'en rajouter quelque chose, quoi. Il y a un petit coup de trop peu. Vous avez envie d'y revenir. Et donc, au fond, ces accords et désaccords, ils sont là pour ça, à la fois pour les gens qui suivent le parcours, puis pour tous ceux qui ne le suivront pas, mais qui auront envie à un moment, ou qui simplement resteront sur ces petits moments-là de partage, où on essaye de poser, l'un d'entre nous pose un sujet sur la table, et puis on s'écoute et on va voir qu'est-ce qui peut résonner à partir de ce sujet-là. Et c'est toujours cette idée de tirer d'une expérience individuelle peut-être quelque chose d'un peu universel, de quelque chose qui nous touche, qui nous touche tous. Voilà. Donc, Jean-Dominique, c'est toi aujourd'hui qui es en charge de nous ouvrir la discussion. Merci. Et dans mon travail de compréhension de l'humain, et peut-être que vous savez ou non que la salutogenèse est vraiment le cœur de mon métier, de mon activité, c'est-à-dire m'intéresser à ce qui aide les personnes et les groupes à être en bonne santé et ce qui fragilise leur santé. Parce qu'au fond, nous sommes un peu comme des plantes. Certaines plantes ont besoin d'être arrosées tous les jours, d'autres une fois tous les 6 mois. Et si vous noyez une plante qui a besoin d'être arrosée tous les 6 mois, ça va pas lui faire du bien. Et si vous n'arrosez pas une qui a besoin d'être arrosée tous les jours, ça ne va pas lui faire du bien. Et en tant qu'être humain, il y a une diversité, une variabilité. Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous n'avons pas le même tempérament et les mêmes besoins, mais il y a aussi quelque chose qui ne varie pas. Des choses qui génériquement nous font du bien. Et puis, dans cet effort de compréhension que je mène depuis maintenant un certain nombre de décennies, j'aime beaucoup aller voir ailleurs, parce que c'est souvent dans des domaines complètement différents qu'on trouve des pépites de compréhension qui vont particulièrement bien s'appliquer à votre cœur de métier. Alors Louis a évoqué les formations et les supervisions qu'il donne. J'ai aussi une expérience en la matière et par exemple, un des exercices que je proposais toujours quand je prenais un nouveau groupe en supervision, je dirais dans les 4 ou 5 premières séances, c'était d'inviter les membres de l'équipe à penser à d'autres activités professionnelles ou associatives ou de loisirs dont elles s'aperçoivent qu'elles y ont trouvé quelque chose qui leur est utile dans leur pratique professionnelle. Et c'est vraiment assez extraordinaire parce qu'on invite une partie de la vie des gens, chacun est libre de choisir ce qu'il va partager, mais en voyant qu'au fond, on n'est pas découpé dans un rôle professionnel, puis tout d'un coup, on passe dans la vraie vie. Non, notre vraie vie, elle se passe aussi au travail. C'est pour ça que les supervisions que je proposais d'ailleurs portaient essentiellement sur la vie au travail, ce que les gens vivaient, ce que les membres de l'équipe avaient comme vécu dans leurs activités professionnelles, parce que ça reste du vécu, ça reste de la vie, c'est pas juste des procédés, des processus, des formules, des protocoles ou que sais-je. Et parmi les champs particulièrement féconds que j'ai trouvés, il y a d'une part tout ce qui relève du coaching sportif, parce que les grands champions ont besoin d'avoir un mental à toute épreuve. Comment est-ce qu'on fait pour pas avoir la main qui tremble au 5e set de Wimbledon alors qu'on a 2 balles de match pour soi ou contre soi? Eh ben, les grands athlètes arrivent même à se sublimer à ce moment-là. Quelles sont les ressources sur lesquelles ils s'appuient, et notamment le discours intérieur. C'est un exemple, on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Et puis l'autre grand domaine où j'adore aller puiser, c'est les services secrets.
Et oui, les services de renseignement. Pourquoi? Parce que leur responsabilité est immense. Ils doivent apporter l'analyse la plus fiable au gouvernement dans un système sain. Je ne parle pas d'État profond et de trucs comme ça, mais dans un système démocratique bien foutu, les services de renseignement doivent apporter la meilleure information pour que les gouvernants démocratiquement élus prennent des choix en sachant de quoi ils retournent. Et donc, des analystes des services de renseignement ont besoin d'une hygiène extrême d'évaluation de la pertinence de l'information. Ils peuvent pas se permettre d'être comme les journalistes ou les experts de plateau aujourd'hui, sinon c'est foutu d'avance. Et d'ailleurs, c'est quand même ce qu'on observe autour de nous. Et donc, la CIA a défini en 1999 un textbook des principales ressources de vérification des faits. Et qui, au fond, part du principe, même si je suis archi convaincu de quelque chose, il est tout à fait possible que je sois complètement dans l'erreur. Donc, quelle sécurité je me donne pour envisager que je puisse complètement me tromper? Si c'était le cas, qu'est-ce qui aurait permis que je me trompe à ce point? Et tout un ensemble en fait, processus mentaux qui, pour moi, devraient faire partie de n'importe quelle formation intellectuelle, particulièrement dans le domaine scientifique. Je rappelle que ce qui distingue la science de la religion, c'est qu'on ne croit pas en la science. On n'adhère pas à des dogmes, on ne se soumet pas à un clergé, on n'a pas peur de l'inquisition si elle nous poursuit, parce que la science, c'est la remise en question perpétuelle de ce qu'on croit savoir. Sinon, ça se fige et ça n'est plus de la science. Mais on pourrait dire que notre vie, c'est comme ça. Si vous croyez connaître votre épouse et que vous en avez une vision complètement arrêtée, vous êtes a priori bien barré pour connaître de sacrées mésaventures. Et parmi les propositions les plus intéressantes de ce textbook, il y en a une que je résumerai ainsi, c'est passer de la perception à la perspective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous a une perception des choses. Je vois Macron comme ça, je vois la gestion sanitaire comme ça, je vois la question des vaccinations comme ça. Et une perception est toujours légitime, c'est la vôtre. Si l'univers vous a créé en tant que vous, et pas en tant que clone de quelqu'un d'autre, c'est parce que vous avez l'entière liberté d'être vous. Donc c'est OK d'avoir une perception. Et d'ailleurs, nous ne pourrions pas ne pas en avoir. Toutefois, vous observerez qu'un des drames de notre vivre ensemble, c'est que ça n'est qu'un choc de perception. Je cherche à tout prix à te montrer que j'ai raison, tu as tort parce que tu ne penses pas comme moi, il y a une catégorie de complotistes, quoi qu'ils pensent, c'est faux parce qu'ils sont dans cette identité, et donc on est dans un choc de perception en permanence. Et les analystes des services secrets apprennent autre chose, qui est la perspective. Le fait de dire, si je me mets dans la peau d'un djihadiste, qui est convaincu que l'Occident est Satan, et qu'il faut tuer des gens à Paris. Je rappelle que derrière le terrorisme, on trouve en général d'autres intérêts que l'islam. Mais bon, laissons ça de côté, parce qu'il y a évidemment des combattants djihadistes. Si je me mets dans sa perspective à lui, comment est-ce que je vais voir le réel? Si je me mets dans la perspective des forces de l'ordre qui sont chargées d'empêcher ce genre de choses, qu'est-ce que je vois comme compréhension? Si je me mets dans la position d'un théologien qui connaît très bien l'islam, qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire du fait que ce type d'action est licite ou non dans une compréhension éclairée de l'islam? Et ainsi, vous multipliez les perspectives, les décentrements, si vous voulez, pour éviter de vous figer dans votre point de vue. Alors, c'est évidemment un processus qui m'intéresse beaucoup en tant qu'anthropologue, parce que le cœur de mon métier, c'est ça. C'est d'aller vivre des expériences dans des groupes humains ou des populations très étrangères à la nôtre, observer que tout est différent que chez moi, mais ça, c'est quelque chose dont on a tous l'expérience en général pendant l'enfance. Vous savez, il y a ce moment où tout d'un coup, on devient un peu plus autonome et on commence à aller dormir chez des copains. Et puis quand on dort chez un copain, c'est génial parce qu'on voit que son milieu familial, il n'est pas le même que chez moi. Les rituels sont différents, les façons de faire sont différentes, les objets sont différents, les goûts sont différents. Et là, ça commence ce travail de discrimination. OK, chez moi, c'est comme ça, chez lui, c'est comme ça, chez lui, c'est comme ça. Et on commence à construire une perception de la diversité. Et donc, l'anthropologue, traditionnellement, il va vivre dans des cultures lointaines ou aujourd'hui chez nous. Vous avez par exemple des anthropologues qui se sont spécialisés dans les salles d'opération des hôpitaux. Donc, ils se sont mis avec la Charlotte, le machin, et pendant 3 mois, ils ont vécu la vie d'une équipe
pour être en immersion dans le milieu et essayer de comprendre ce qui s'y joue et d'observer des choses amusantes ou pas, ou questionnantes. Par exemple, plus les situations sont stressantes, plus les soignants deviennent grossiers. Oui, parce qu'ils ont besoin d'une soupape de décompression et la grossièreté est une bonne manière de lâcher la tension. Quand vous vous cognez contre une armoire, vous dites pas flûte ça alors. Vous dites putain de bordel de merde. Pourquoi? Parce que, et on a des études en neurosciences à ce sujet, ça soulage de dire des gros mots. Et on voit que les équipes, quand tout d'un coup les choses sont tendues, elles se comportent différemment. Et donc voilà, c'est le cœur de notre métier, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est très important parce que cela nous ouvre une fenêtre dans la relation à l'autre. Dans un précédent épisode, Louis avait dit les groupes de parole, c'est génial, mais enfin, il y a des fois où vraiment c'est chiant, parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi, ils le disent d'une manière qui est peu agréable à écouter, on a envie de l'interrompre. Et vous voyez, la ressource de la perspective, elle est énorme. Parce qu'au lieu de rester dans le « je suis pas d'accord avec lui et j'aime pas comme il l'exprime », vous pouvez passer à l'observation de la perspective dans laquelle il se situe. Quel est le ton de sa voix? Quels mots il utilise? Pourquoi il se sent obligé de marteler son point de vue? Comment est-ce qu'il n'ouvre son esprit à aucune idée divergente? Vous voyez, à ce moment-là, être dans l'observation et de manière assez étonnante peut-être, lorsqu'on est dans cette intention, on peut retrouver une forme de bienveillance fondamentale. Parce que, je sais pas ce qu'il en est dans votre vie, moi j'ai 61 balais, laissez-moi vous dire qu'il y a des situations dans ces 61 années où je me suis comporté comme un connard, comme un gros connard. Et évidemment, comme je suis pas un salaud, en tout cas j'en suis convaincu, jamais délibérément. Mais des fois, vous êtes tellement pris, vous êtes tellement crispé intérieurement, voilà, que ça m'est arrivé vraiment de me comporter aussi mal que ce que je peux juger de quelqu'un qui se comporterait ainsi. Et donc, quand tout d'un coup, on observe la perspective et la sémiologie, c'est-à-dire tous les signaux que cette personne manifeste alors qu'elle est dans son délire, c'est vrai que ça nous permet de prendre du recul. Et plutôt que de vouloir que ça s'arrête parce que cela vient heurter notre propre perception, de se dire, bah voilà, ça s'arrêtera de toute manière, l'impermanence nous le garantit. Et pendant le temps où ça ne s'arrête pas, je peux plutôt essayer d'être attentif, de mettre de la granularité dans ce que j'observe de cette personne. Alors voilà, je vous le fais évidemment compacté et je m'en excuse, mais pour moi, ça a été une grande confirmation. J'avais déjà quand même, grâce au groupe d'entraide et au travail avec différents corps de métier, et ma formation en anthropologie, mesurer l'importance de ça, mais je trouve que ce sont vraiment des notions sur notre relation au réel qui sont très fécondes, et si j'ai la ressource de m'en souvenir dans une situation où cela est important, et à vrai dire c'est important partout, parce que votre ado qui veut pas ranger sa chambre, votre femme qui trouve que vous l'écoutez pas, votre patron qui veut pas que vous vous exprimiez sur le Covid sur Internet, c'est toujours, tout le temps, partout, une question de perspective. Louis, est-ce que cela t'inspire quelque chose? Merci beaucoup. Je t'écoutais avec attention rapport à notre émission précédente et avec cette idée de me laisser infuser par tes paroles et de voir ce qui pouvait sortir comme jus, comme dans une infusion, et quelles étaient les correspondances, au fond, les synesthésies, les résonances qu'il pouvait y avoir. Et quand tu as parlé de cette idée de se mettre à la place de l'autre, au fond, je l'aurais dit comme ça, d'arriver à mets-toi à ma place quelques minutes, quelque chose qu'on essaye de dire à l'autre régulièrement, hein, mais dont on sent bien que c'est pas forcément suivi d'effet. J'ai pensé à ces entreprises où tout était structuré pour que l'ingénieur ait d'abord fait un stage ouvrier, et d'abord été voir ce que vivaient les équipes de nettoyage, aille chez tous les différents prestataires de services qui offraient des services à l'entreprise pour comprendre leurs problématiques, leurs difficultés. Et dans une entreprise qui va bien, c'est la norme. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre d'abord quelles sont les contraintes de votre client comme de votre fournisseur. Et puis d'essayer de voir dans ces contraintes comment vous allez essayer de vous ajuster. J'ai souvent posé cette notion que j'aimerais mettre en parallèle avec cette dualité perception-perspective
qui est l'idée de contrôle et de prédiction versus le ressenti et l'ajustement. Contrôler, finalement, il y a plusieurs modalités de participation au monde, et c'est quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford qui, pour moi, m'a beaucoup influencé dans ma pensée sur ce sujet. Matthew Crawford, c'est quelqu'un qui a écrit un livre dont le titre, rien que le titre est rigolo et évocateur de beaucoup de choses, s'appelle L'éloge du carburateur. L'éloge du carburateur, comme ça, par défaut, si vous ne savez pas de quoi ça parle, vous dites, bon, c'est un traité de mécanique. Et dans cet éloge du carburateur, il parle des énormes bienfaits qu'on fait à sa pensée, à son moral, à sa vie, le fait de faire de la réparation de ses motos et du carbu de ses motos, alors même qu'il était philosophe à Washington, en charge d'élaborer des programmes surintelligents avec les apparatchiks de ce monde, et qui finissait par trouver ça beaucoup plus intéressant de faire de la mécanique que de faire de la philosophie avec des gens prétentieux, qui cherchaient à contrôler, à faire de l'ingénierie sociale. Et puis, dans un de ses livres récents qui s'appelle Contact, dont le sous-titre est « Comment nous avons perdu le monde et comment le retrouver ». Donc, il y a un lien avec notre accord perdu et retrouver l'accord perdu. Il pose cette idée que nous avons deux modalités de relation au monde potentielles. C'est évidemment simpliste, hein, il y aura toujours des entre-deux, mais ça permet toujours de comprendre et de mettre un prisme interprétatif. Une modalité où on cherche à être dans une maîtrise créative d'un monde projeté. Je suis le démiurge de cet univers. Je veux le faire à mon image. Je vais prendre cette pâte à modeler et la faire exactement comme je veux. Puis si pas de la pâte à modeler, qu'elle est pas malléable, si c'est un morceau de métal, je vais le tordre, le ployer avec une défonceuse, prendre un marteau, lui taper dessus. Je vais être dans une maîtrise créative violente. Et il va y avoir une sorte de violence infligée au monde. Par défaut, parce que le fait de tordre la matière va nécessiter cette violence d'interaction. Je vais devoir rentrer à frottement dur en contact avec la matière pour la mettre à mon image. Ça, c'est la maîtrise, en tout cas le fantasme de la maîtrise créative. Et vous pourriez y voir même la redondance de l'hubris prométhéen, cette folie des grandeurs, cette envie d'être Dieu à la place de Dieu, cette envie que tout soit exactement conforme. Et ça nous arrive. J'aimerais que ma maison soit comme ça. J'aimerais que mon jardin soit comme ça. J'aimerais que mon boulot soit comme ça. Et puis, je vais faire que ça soit comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en permaculture, quand, par exemple, vous décidez qu'il va y avoir des rangées de patates, des rangées de tomates, et comme ci, comme ça, et que votre jardin va être propre, en général, la nature vous le re-rend par l'invasion de limaces qui s'ensuit quelques semaines après et qui va ravager l'ensemble de vos semis si bien préparés dans votre serre où tout est bien ordonné, vous avez posé vos petites graines une par une, vous étiez dans la maîtrise créative, vous aviez réussi à faire enfin ce que vous aviez. Vous avez une application qui vous donnait un calendrier de semis, vous aviez posé les choses sur votre petit cahier, tout était parfaitement prévu. Et patatras, la vie vous amène autre chose. Ça ne se passera pas comme prévu. Et ça, moi, je suis toujours, vous voyez que j'ai le sourire rien que d'en parler, parce que c'est une expérience pour moi systématique. Chaque fois que j'ai essayé de prédire et contrôler quelque chose, j'ai eu l'illusion, l'impression que ça allait bien tenir pendant un moment, le frisson d'avoir enfin réussi à circonscrire l'aléa, la grande réassurance personnelle de ne plus être dans la contingence, mais enfin dans ce que j'avais décidé. Et puis, bam! La vie m'a ramené quelque chose d'imprévu. Eh oui. C'est un de mes dictons préférés, si tu m'excuses, c'est si tu veux faire rigoler Dieu, fais des plans. Oui, c'est ça. Et en général, il rigole, mais en plus, il t'envoie une grande baffe en travers de la figure. Et donc, l'autre manière peut-être d'être au monde est l'idée d'essayer d'être dans un ajustement à un monde ressenti. Plutôt que d'être dans une maîtrise créative d'un monde projeté, je veux projeter le monde, je vais le mettre là, tel que c'est. Et c'est ce que fait le World Economic Forum. C'est ce que font tous nos dirigeants. C'est ce que font tous les chefs d'entreprise qui ont un plan quinquennal d'organisation. Est-ce que, comme si nous, on avait décidé avec Jean-Dominique, on aura tant de clients pour nos prochaines conférences, etc. Il y a des chances que ça marche pas, que ça passe pas comme prévu. Et ne pas laisser la place à l'imprévu, c'est ne pas non plus laisser la place à l'émerveillement et à la beauté et à beaucoup plus que ce qui était prévu. Pas forcément quantitatif, mais beaucoup plus Et je vais faire un pont avec les cercles de parole dont on parlait dans l'épisode précédent, parce que un jour, on est dans un cercle de parole en train d'établir comment est-ce qu'on va faire le compte-rendu de notre journée de travail. Alors, chacun donne son avis, et puis à un moment, Nadine, c'est pas son vrai prénom, hein, mais Nadine commence à dire « Ah oui, mais moi, ce qui est le plus important dans cette journée, c'était d'être ensemble. Je trouvais ça tellement sympa. » et tout ça. Et c'est vrai, la journée avait été extraordinaire de relations,
Mais moi, à ce moment-là, ça me gonflait vraiment qu'elle dise ça, parce qu'il était 17h30. Moi, j'avais juste envie qu'on dise, bon, qui fait le compte-rendu, on l'envoie quel jour. J'étais dans un attendu, une maîtrise créative de ce qui allait être projeté. Et puis, dans cet effort d'écoute empathique, cette idée de ferme ta gueule, écoute, ressens et ajuste-toi. Petit à petit, nous est venu à plusieurs, moi comme avec d'autres, de l'agacement initial est né autre chose. L'idée que, justement, non seulement elle nous disait quelque chose qu'on n'avait pas envie d'entendre à ce moment-là, mais en plus, elle prenait son temps. C'est-à-dire qu'elle monopolisait le crachoir pour le dire. Et donc, vraiment, tout le monde commençait à être allez, on conclut là, c'est la fin de la journée, il n'y a qu'à faire le compte-rendu, c'est pas compliqué, il faut juste dire qui était là. Et puis, petit à petit, le fait de s'obliger à l'écouter et de ressentir, elle se dit, c'est vrai, elle a raison. Le plus important de cette journée, c'est pas tous les trucs techniques qu'on a fait, c'est ce qu'on a vécu ensemble. Et émerger une nouvelle idée que quelqu'un a proposée en disant, mais là, de ce que dit Nadine, ça a l'air d'être comme un cheveu sur la soupe, mais au fond, et si chacun d'entre nous mettait un petit poème, une petite image, quelque chose d'imprévu sur le compte-rendu, pour l'enluminer, en faire quelque chose de plus joli qu'attendu. Et le compte-rendu est devenu une sorte d'œuvre d'art collective où les quelques lignes de ce qui avait été décidé n'avaient aucun intérêt. C'est quelque chose de strictement pragmatique. Mais par contre, tout le reste, ça n'aurait jamais pu exister autrement. Et tu vois, de cet agacement initial, de cette volonté de faire arrêter ce qui venait nous titiller, au contraire, est né quelque chose d'imprévu et de beaucoup plus beau. Et donc, je crois que dans cette idée de s'ajuster à un monde ressenti, il y a d'une part mettre de la place dans l'idée de ressentir. Et ressentir, il y a cette idée de perception, mais l'idée à un moment de laisser les perceptions aller et venir, laisser se mettre à la place de l'autre, comme on l'a dit, prendre de la perspective. Et qu'une fois que la perspective commence à arriver, s'ajuster, c'est dire, moi, à quel endroit c'est juste d'y être. Et quand on trouve ça, c'est profondément satisfaisant. Merci Louis. Ça signe aussi une liberté parce qu'au fond, les analystes des services de renseignement, les scientifiques, les penseurs en général, ont cette hygiène de réfléchir par hypothèse. On ne peut pas avoir de certitude définitive sur le monde. Par contre, on peut observer qu'il y a différentes hypothèses explicatives qui s'opposent les unes aux autres ou qui sont en compétition. Et puis, certaines de ces hypothèses paraissent plus vraisemblables que les autres. Les faits qu'on peut observer semblent les confirmer. Mais il y a toujours une diversité des hypothèses qu'il faut garder à l'esprit, et pour moi, c'est une hypothèse fondamentale que celle que je peux me tromper sans le savoir. Je peux mal lire une situation, je peux avoir tort alors que je suis certain d'avoir raison, je peux proposer quelque chose qui n'est pas adéquat alors que je suis convaincu que c'est la meilleure chose à faire. Et au fond, cette ouverture quant au fait que ce dont je suis convaincu est relatif et peut être contredit par le réel, vraiment est une hygiène de la pensée et de la relation. Et ça évite de s'enfermer dans dans une forme d'idéologie ou d'autopropagande. Si on prend la situation du Covid, par exemple, Dieu sait si c'était important d'énoncer des objections, Dieu sait si elles étaient valides et probantes, mais je me suis toujours demandé, et s'ils avaient raison ? Et si le virus avait été en effet très dangereux, et si aucun traitement précoce n'avait marché, et si l'injection avait été sûre et efficace, pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait, confirmant cela, me soulager de la position d'opposition que j'avais prise. Mais j'ai rien trouvé de convaincant. Mais si aujourd'hui, tout d'un coup, on venait me donner la preuve de ça, est-ce que j'aurais la flexibilité personnelle de me dire, tant mieux? Ou bien est-ce que je serais catastrophé parce que toute mon image publique s'est construite, enfin toute non, mais une partie de mon image publique s'est construite comme résistant. Sinon, on se piège soi-même dans un ensemble de jeux. Voilà. Et donc, le fait de toujours penser en hypothèse et de ne jamais... La Terre est plate, pour moi, c'est une hypothèse très faible. Mais je ne peux pas l'exclure. Ça prendrait une somme de manipulation pour nous faire croire qu'elle est ronde, qui est quand même assez phénoménale. Donc, mais voyez, n'exclure jamais aucune hypothèse, mais tout en reconnaissant qu'il y en a certaines qui
atteignent une probabilité infiniment ténue, alors que d'autres, au contraire, si je sors de la fenêtre au 7e étage, a priori, la gravitation va fonctionner. Là, l'hypothèse est quand même fortement élevée, donc je vais pas me dire, ah bah tiens, je vais tester pour voir ce que ça donne. Mais voyez ce que je veux dire. Au fond, ça nous met au seuil de la pensée complexe. Je fais d'ailleurs tout un programme sur ma chaîne de TV sur les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur d'Edgar Morin, qui sont un extraordinaire texte programmatique, qui explique pourquoi notre modernité finissante va dans le mur encore et encore avec ces plans dont tu parlais, Louis. Combien de plans de rationalisation ai-je vu être mis en œuvre dans les institutions qui se sont soldés par des désastres, Ça a tout aggravé alors que c'était censé rationaliser et faire des économies. Et ça, c'est le fruit d'une certaine manière d'aborder le réel qui, justement, ne respecte pas la pensée complexe, la pensée du vivant. Le fait que si on se prive du senti et de l'observation, on va à peu près inévitablement passer à côté de choses qui sont importantes. Donc voilà, je trouve que c'est important qu'on puisse en parler parce que d'un côté, ça a l'air un peu philosophique ou intellectuel, oui, la perspective, les hypothèses, mais ça concerne tout. Vous rentrez à la maison, votre femme a un discours non-verbal qui est fermé, vous allez faire des hypothèses. Et si vous vous confortez trop vite dans une hypothèse en particulier, alors que c'est quelque chose de complètement différent qu'elle est en train de vivre, donc, vous voyez, ça a l'air comme ça abstrait, mais en fait, l'épistémologie, essayer de comprendre les choses et se questionner sur comment on les comprend et est-ce qu'on fait l'effort de se donner les chances de les comprendre au mieux, voilà, c'est impliqué, c'est intriqué dans notre vie jusqu'à son essence la plus fondamentale. Donc voilà, je suis heureux de pouvoir aborder ce genre de sujet et de le faire en compagnie de Louis qui apporte évidemment toujours des exemples et des expériences qui m'intéressent. Donc j'espère que vous aurez partagé cet enthousiasme, en tout cas que moi je retrouve très fort parce qu'au fond c'est le genre d'apprentissage que j'aurais tellement aimé faire à 15 ans. Alors, il n'est jamais trop tard, mais c'est bien que je l'ai fait au moins en partie en cours de route, mais je trouve que c'est le genre de choses dont il serait important de parler plus largement parce que de nouveau, ça concerne l'entier de nos vies. Il n'est jamais trop tard pour ne pas devenir un vieux con. Souvenez-vous de cette maxime. Et donc, on lutte très fort, Jean-Dominique comme moi, pour garder l'esprit ouvert. Il Ouais, il y a énormément de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir, mais on s'est fixé que les émissions dureraient 25-30 minutes. Et donc, je laisse ça à d'autres possibles. Voilà, je ne cherche pas à contrôler ni prédire. Je me ressens et je m'ajuste. C'est la fin de l'émission. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Louis.